Bonjour et bienvenue dans Pause Longue, le podcast de la ville de Chalon-sur-Saône. Ici, nous vous parlons en profondeur d'un sujet d'actualité, d'un événement ou d'un projet qui anime notre ville. Pour cet épisode, on va faire un grand bond dans le passé. Le 4 janvier 1747, Dominique Vivant-Denon naissait à Chalon. Homme aux multiples facettes, premier directeur du Louvre, il inventa la muséographie moderne et lança la mode de l'égyptomanie. Avec Nicéphore Niepce, il est l'un des Chalonnais les plus célèbres. 2025 signe le bicentenaire de sa mort et à Chalon, différentes actions rendent hommage à cette figure incontournable. L'essentiel se passe dans le musée chalonnais qui porte son nom et qui lui consacre depuis le 2 juillet une exposition, Le Crible et la Fourmi. Pour retracer ensemble son parcours et vous donner envie de découvrir cette exposition en cours, nous sommes avec Brigitte Maurice-Chabard, directrice des musées, et Fiona Vianello, médiatrice culturelle. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Avant de parler spécifiquement de l'exposition en cours, on va poser un petit peu de contexte pour les auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous présenter le musée Denon rapidement ? Oui, alors le musée Denon, à l'origine, c'est en fait une école de dessin. Elle a été créée par Jean-François Carbillier en 1821. Donc c'était une des premières écoles de dessin avec des collections d'œuvres d'art en son sein qui servaient pour les ateliers artistiques des élèves. Et puis ensuite, l'école de dessin va déménager rue Fructidor, on a encore l'actuelle école Média-Art, et devenir un musée sous l'impulsion de Jules Chevrier, qui était président de la Société d'histoire et d'archéologie à l'époque. Et donc, on va avoir ce musée qui va être créé avec des collections archéologiques et des collections beaux-arts. Merci. Le musée donc qui porte le nom de Dominique Vivant-Denon, est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il a pris son nom un peu plus tard et pourquoi ? Il a pris ce nom un petit peu plus tard, en 1895. En fait, le successeur de Jules Chevrier cherchait une personnalité locale, une personnalité forte chalonnaise, et donc il va choisir Dominique Vivant-Denon pour ce musée. Et c'est ce qui a permis également d'avoir un fonds d'art graphique dédié à Denon avec un enrichissement de ses collections au fil des années. Donc on va revenir un petit peu sur l'exposition en cours maintenant. Depuis le 2 juillet, vous consacrez une exposition avec un titre qui est assez original, Le Crible et la Fourmi. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce nom pour expliquer aux auditeurs ce nom plutôt original. Et alors, je précise tout de suite, ce n'est pas une fable de La Fontaine inédite. C'est en fait la marque de collectionneur de Dominique Vivant-Denon. Vivant-Denon, depuis sa jeunesse et au cours de ses multiples voyages, a collectionné, que ce soit des fragments archéologiques de poterie, des médailles, des monnaies, mais également des dessins, puisqu'il faisait des relevés d'édifices. Et au cours de sa vie, il va les analyser et les classer, les ordonner. Et il a choisi cette image de collectionneur, puisqu'il le dit dans son récit, entre autres en Italie, comme la fourmi, j'ai collecté. Il collecte comme la fourmi régulièrement, et ensuite il va passer toutes ses découvertes au crible de son savoir. Donc c'est cette double image qui a servi donc à la marque de sa collection qu'il a apposée sur les œuvres de sa propre collection quand il habitait quai Voltaire à Paris. Ok, on comprend un petit peu mieux ce nom. Dans les différentes salles de l'exposition, on retrace les grandes étapes de la vie de Vivant-Denon. Est-ce que vous pouvez nous les décrire dans les grandes lignes pour donner envie aux gens de venir les voir en détail ? Oui, alors cette exposition, elle a un sens un peu particulier. J'en ai donné l'explication pour le titre principal, mais elle a un sous-titre. Ce sont les relations donc de Vivant-Denon avec sa province, c'est-à-dire la Bourgogne. Et l'on a voulu, à travers cette exposition, montrer que Vivant-Denon, même s'il va donc être chargé d'un pouvoir au sein de la culture française très importante, quand il va être sous l'Empire, a toujours un regard attentif à sa province et particulièrement à Chalon-sur-Saône. Il n'est que de préciser qu'il va encourager l'école de dessin que l'on vient d'évoquer, qui a une source plus ancienne même que 1821. Dès 1790, on veut créer une école de dessin à Chalon-sur-Saône, à l'image de celle de Dijon, qui sera patronnée par de Vosges. Donc Denon est très attentif à cette école de dessin. Il va même fournir des plâtres, des copies de plâtres à l'antique, en plâtre, qui sont envoyées dans toutes les écoles de dessin de France, et particulièrement à Chalon, pour servir de modèle aux élèves, mais également des gravures.
Et de ce fait, il va récompenser aussi les élèves en faisant frapper des médailles. Et on sait que son rôle à la tête de l'hôtel de la Monnaie, la Monnaie de Paris, est très importante. Et ces monnaies, il va les adresser donc aux élèves pour les encourager. Et ça rentre tout à fait dans son esprit tout à fait novateur d'instituer une politique culturelle qui met en avant le travail de tous les artistes. Et il le dit également dans une lettre à Bettine, qui était donc sa maîtresse italienne. Avant moi, les artistes mouraient de faim. Et grâce à mes commandes, que ce soit les grands travaux, alors on pense aux grands travaux de la colonne Vendôme, de la fontaine de la Bastille, etc. Mais plus modestement, la frappe de monnaie aussi permettait à des artistes de travailler et d'avoir un revenu. C'est aussi cela, Vivant Denon. Et donc c'est ce parcours de vie qu'on suit au fil des salles du musée. Exactement, avec des personnalités bourguignonnes qui vont l'accompagner. Je pense tout d'abord à la personnalité de l'abbé Buisson, qui est son précepteur, qui est d'origine dijonnaise, quelqu'un d'extrêmement érudit, qui a fait ses lettres classiques, qui connaît parfaitement également le domaine de la monnaie et des médailles, et qui va l'accompagner, par exemple, lors de son voyage à Naples et en Sicile. Donc, il y a cette personnalité bourguignonne qui est intéressante aussi. C'est un musicien, c'est un aspect qu'on connaît un petit peu moins de Denon. Il va énormément écouter les concerts. Il va au théâtre, bien sûr, mais les concerts, c'est très, très important pour lui. Et vraisemblablement, il a fait la connaissance d'ailleurs de Bonaparte dans le salon de Joséphine, qui tenait un salon, et en particulier un salon musical. Donc ça, c'est aussi très important, cette facette-là. Donc toute sa vie est rythmée comme cela de belles rencontres entre différents artistes, les dessinateurs, les peintres, les sculpteurs, mais aussi les musiciens. Là, vous parlez de certains aspects de la vie de Denon qui ont été moins abordés. C'est peut-être aussi le cas de l'axe que vous mettez en avant, c'est-à-dire les relations qu'il avait avec sa Bourgogne. Pourquoi mettre plus ça en avant dans cette exposition? Ça l'a été moins dans d'autres expositions qui lui ont été consacrées? Tout à fait. Il y a eu une très très grande exposition qui a été réalisée en 1999 au musée du Louvre, qui s'intitulait L'œil de Napoléon, sous la houlette de Pierre Rosenberg et de Marianne Dupuy-Vacher. Et effectivement, cet aspect-là a été moins souligné. Il y a eu ensuite d'autres expositions plus modestes et surtout des colloques qui ont été consacrés à Vivant Denon. Et cet aspect-là a été moins souligné. Et dans le cadre du bicentenaire, je pensais que c'était intéressant de faire redécouvrir à nos compatriotes, comme on disait à l'époque, l'intérêt de Vivant Denon pour sa province, qui peut être multiple. J'ai évoqué l'école de dessin, mais il va avoir aussi un regard, par exemple, sur la manufacture du Creusot, qu'il va solliciter plusieurs fois pour faire des tests de fonte d'œuvres d'art, comme les reliefs de la colonne Vendôme. Les résultats ne seront pas à la hauteur de ses espérances, mais il va encourager la manufacture du Creusot à se lancer dans la fonderie d'art, et ça sera effectif en 1810, quand on va faire couler des lions donc pour la fontaine de l'Institut à Paris, qui ornait donc quai Conti, ce qui sera plus tard l'Académie française. Et donc c'est intéressant aussi pour les Chalonnais, les grands Chalonnais, de voir le musée qui porte son nom, voir tout ce qui a été fait aussi de sa part pour la région. Bien sûr. Et en même temps, alors quelque chose que l'on a un petit peu oublié, parce que ce sont des œuvres qui rythment un petit peu la vie politique, mais Vivant Denon a fourni des modèles et a suivi la réalisation de bustes commémoratifs, comme le buste de l'architecte Gautier, qui a été coulé en bronze et qui se trouve maintenant dans nos collections pour montrer toute l'importance de cet ingénieur qui était Émile Gautier. De la même façon, quand après la chute de l'Empire, évidemment, on va retirer les bustes de l'empereur dans les salles du conseil municipal. Il va donc, à la demande du maire de Chalon-sur-Saône, passer commande à un sculpteur qui s'appelle Bozio, qui avait déjà travaillé pour l'Empire, mais qui va continuer à travailler sous Louis XVIII. Le buste de Louis XVIII va être réalisé en marbre spécifiquement pour la salle du conseil de Chalon-sur-Saône, et c'est lui qui supervise les travaux. Donc voilà, il répond toujours à la demande des Chalonnais. Pour des personnes qui connaîtraient déjà bien le musée ou l'histoire de Denon, ou qui
peut-être avaient envie de venir voir l'expo, vous pouvez quand même leur conseiller la visite, puisque vous avez des objets qui sont inédits, qui n'ont jamais été présentés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors aussi l'intérêt de cette exposition, c'est que nous sommes rentrés en contact avec une branche de la famille donc Brunet-Denon, qui est donc bien sûr la famille directe de Vivant-Denon, puisque c'est donc les descendants de Vivant-Jean, qui est son neveu, son premier neveu, et qui donc possède des œuvres qui ont été conservées dans la famille, qui n'ont jamais été montrées au public. Et on a la chance dans cette exposition, entre autres, de redécouvrir un très beau buste de Vivant-Denon, un portrait de Vivant-Denon, qui est un modèle en plâtre patiné façon terre cuite, qui est vraisemblablement de l'artiste chalonnais Guillaume Boischot, qui a été présenté au Salon parisien donc en 1804 et qui n'avait jamais été retrouvé et qui se trouve maintenant dans la famille et que l'on va découvrir pour la première fois. D'autres œuvres aussi importantes, comme un portrait, encore une fois, de Vivant-Denon à façon camée. Alors, on aimait beaucoup faire référence à la glyptique et se faire représenter selon les modèles antiques, c'est-à-dire de profil sur les médailles. Et on a l'impression que le portrait de Vivant-Denon est taillé dans une pierre d'agate. Et donc, c'est un très beau portrait qui a été réalisé, entre autres, à la Manufacture de Sèvres, puisqu'il est peint sur porcelaine. Voilà 2 exemples, ou encore un dernier, un petit objet qui semble anodin, qui est une superbe loupe, qui a été offerte par Napoléon à Vivant-Denon et qui comporte à l'arrière une mèche de ses cheveux qui a vraisemblablement été rajoutée à la mort de l'empereur lorsque on a réalisé son masque mortuaire. On a fallu enlever les cheveux de Napoléon. Évidemment, on les a conservés pieusement. Il y a tout un culte des reliques qui s'est opéré à cette époque-là. Et donc, il y a une mèche de cheveux qui se retrouve dans cette petite loupe en or qui est complètement inédite et qui a échu en partage à son neveu Vivant-Jean, et qui est présentée aussi pour la première fois au public. Donc, on vous encourage vivement à venir découvrir ces œuvres inédites. Pour une question un peu plus personnelle, est-ce que il y a une œuvre qui vous parle particulièrement dans cette exposition ou à laquelle vous tenez particulièrement ? On va interroger Fiona plutôt. Alors pour moi, l'œuvre qui a attiré le plus mon regard, c'est une gravure de Dominique Vivant-Denon qui représente le Pelletier Saint-Fargeau, donc qui était un révolutionnaire et qui va faire une figure de martyr. Donc c'est une très belle gravure d'un visage. On a toute la profondeur des noirs et des blancs et j'avoue, moi, c'est mon œuvre coup de cœur. C'est une œuvre importante historiquement, aussi pour la région, puisque c'est une gravure qui a été commandée par le comité de salut public à Vivant-Denon, puisqu'il est devenu graveur national des faits de la Révolution. Mais surtout, il va s'en servir pour pouvoir récupérer ses biens qui avaient été mis sous séquestre quand il était en Italie. Donc il est revenu en 1793 se justifier auprès du comité de salut public en disant qu'il était parti en Italie, non pas comme fuyant la France et la Révolution, mais parce qu'il avait eu des missions, entre autres, de dessiner des œuvres d'art, mais il est revenu avec ses biens qui étaient confisqués. Donc il va récupérer ses biens, entre autres en Bourgogne, grâce à cette gravure, puisqu'il va la diffuser, il va l'offrir à Chalon-sur-Saône, il va l'offrir surtout à la mairie de Givry. Et grâce à cette gravure qui est particulièrement appréciée par le maire de Givry, il récupère tous ses biens et entre autres ses vignes, auxquelles il était très attaché. Et vous, est-ce qu'il y a une œuvre à laquelle vous tenez particulièrement, qui vous parle particulièrement dans l'exposition ? Il y en a plusieurs, mais peut-être le buste de Boischot, enfin le portrait de Vivant-Denon par Boischot, parce que c'est une œuvre qui est vraiment extrêmement sensible et on comprend qu'elle ait été conservée dans la famille, parce qu'on découvre un Vivant-Denon tel que nous le décrit d'ailleurs Stendhal, c'est-à-dire l'aimable Monsieur Denon, qui était certes un diplomate, qui était quelqu'un de très cultivé, mais qui en société avait ce côté affable et plaisant, et on l'aimait beaucoup à l'inviter lors de repas et dans les salons. Et c'est ce côté-là, très souriant, que l'on découvre à travers le portrait de Guillaume Boischot.
On va dévier un tout petit peu du sujet. Là, donc les auditeurs ne le voient pas, mais on est devant une porte qui a été récemment rénovée, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là, ça vous donnera sûrement envie de venir la voir après les explications, quelle a été la rénovation de cette porte? Alors, Fiona a précisé qu'on se trouvait au cœur de l'école de dessin de Chalon-sur-Saône. Et effectivement, Carbillet, qui en a été le professeur à partir de 1821, a eu à cœur de donner à cette école de dessin un petit peu de majesté, en prenant modèle, bien sûr, sur les réalisations propres au décor empire. Et nous avons dans cette école de dessin un ensemble de portes sculptées qui est absolument remarquable et dont on a entrepris l'étude en 2024. Et l'on a pu donc parfaire la restauration de 2 vantaux et qui montre bien sûr toute la qualité de ce style empire que l'on va retrouver dans bon nombre d'hôtels particuliers, mais que l'on trouve ici dans cette salle destinée aux élèves et pour qu'ils s'en inspirent également. Alors l'intérêt aussi, c'est que certains dessins de Carbillet montrant donc des esquisses préparatoires de ces portes se trouvent conservées au musée Carnavalet à Paris. Donc elles sont bien documentées. Mais ce sont les débuts vraiment de ces restaurations, puisque nous avons encore beaucoup de portes à restaurer. Vous en aurez d'autres à découvrir au fil des années. Voilà. Pour terminer, là on est en plein été, on est au mois de juillet à l'heure où on tourne. Il y a plein d'activités qui se passent dans les musées, au musée de Denon et au musée Niepce aussi dans l'été. En plus de l'exposition que vous proposez, il y a aussi des visites guidées, des ateliers. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Alors autour de l'exposition, on a créé un rendez-vous hebdomadaire. Donc à partir du 23 juillet, tous les mercredis de l'été, donc jusqu'à fin août, on propose des visites commentées de l'exposition à 14h30. Donc des visites qui sont gratuites et sans inscription. On propose également des visites un peu plus affinées le dimanche. Donc ça, c'est chaque dimanche, le 2e de chaque mois. Et puis, en visite plutôt en soirée, on aura le jeudi 7 août où il y aura également une visite commentée de l'exposition à 18h sur inscription. Pour les familles, pour le jeune public, à partir de 9 ans, on aura un livret-jeu qui sera disponible à l'accueil du musée sur demande et qui permettra de découvrir les œuvres phares de l'exposition de manière ludique avec des explications historiques, des petits croquis à faire en salle, de quoi occuper les plus jeunes et aussi parfaire les connaissances des parents. Les adultes. Voilà, c'est ça. Qui ont gardé une âme d'enfant. Le but, voilà, c'est que les deux trouvent leur compte dans ce livret-jeu. Et puis, en dehors de l'exposition, on a aussi des ateliers qui sont proposés pour le jeune public tout l'été. Donc, on a des ateliers pour les 6-8 ans et pour les 9-12 ans. Toujours gratuit sur inscription. Et ça sera chaque lundi et jeudi des vacances. Et alors, on n'a pas choisi le thème de l'exposition, mais ça sera sur la mosaïque et sur les créatures fantastiques. Donc, à chaque fois, 2 heures de pratique plastique où les enfants peuvent repartir avec une petite réalisation chez eux. N'hésitez pas à vous adresser directement au musée de Denon pour réserver ces ateliers. Tout à fait. On va passer à notre dernière question du podcast, qui est la question signature qu'on pose à tous nos invités. On va marquer une pause longue à Châlons et on aimerait que vous nous partagiez un lieu, un moment que vous aimez particulièrement à Châlons. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir. C'est qui colle, hein. Oui, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est une question colle. Vous pouvez dire le musée de Denon, mais ce serait un peu triché. Ouais. Non, moi, j'évoquerais peut-être... alors, on est à Chalon-sur-Saône, on n'est pas à Paris, mais on a notre petite île aussi, donc Saint-Laurent, qui est vraiment une petite parenthèse dans la ville. Et on a un regard sur cette ville qui est très différent depuis, entre autres, les anciens bâtiments de l'hôpital. Et on a une découverte de ces quais qui est assez exceptionnelle. Et c'est peut-être une des vues, oui, que je préfère sur Chalon-sur-Saône. Merci. Et pour ma part, je dirais peut-être, alors ça fait suite à ce qu'on a évoqué aussi, mais l'école d'art, où j'ai pu suivre certains cours, où j'ai pu faire mes études, et
C'est vrai que c'est un lieu qui permet plein d'approches et plein de pratiques aussi artistiques pour les plus jeunes comme pour les plus grands et pour les étudiants aussi. Donc c'est vrai que moi, c'est un lieu qui m'est assez cher aussi à Chalon-sur-Saône. Merci beaucoup. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour cet été. Entre toutes les autres animations qui sont prévues à Chalon, vous pouvez aussi faire une visite au musée Denon. En lien avec le bicentenaire de la mort de Vivant Denon, vous pouvez aussi admirer le massif de la Tour du Doyenné. Chaque année, un dessin est réalisé avec des fleurs et cette année, c'est donc le célèbre Chalonnais qui est représenté. La troupe théâtrale des Rondes de Nuit, qui réalise chaque été un spectacle sur une thématique chalonnaise, a également choisi de lui rendre hommage cette année. Enfin, n'hésitez pas non plus à faire un tour dans l'autre musée de Chalon, le musée Nicéphore-Niepce, qui lui aussi a une nouvelle exposition depuis la fin du mois de juin. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la ville de Chalon et rendez-vous très bientôt pour marquer une pause longue sur un prochain sujet.